Ok, on va pouvoir passer à l'avant-dernière partie. Ah. Pas la dernière. Oh. Donc. OMG, attends. C'est pas l'avant-dernière, c'est l'avant-avant-dernière. C'est l'avant-avant-dernière, autant pour moi. Du coup, on va parler un peu plus de la communauté parce que n'empêche, un des points forts de Superflame Studios, c'est qu'il y a une communauté qui tient les liens et qui reste là malgré vents et marées. Et donc, la première question, c'est quelle est ta position vis-à-vis de la communauté? Donc, tu en as déjà un petit peu parlé, puisque pendant un temps, surtout au début, tu étais assez proche, il y avait les radios libres, etc. Après, on a senti que tu prenais tes distances, et en ce moment, tu reviens un peu plus vers la communauté, que ce soit par les lives, par Discord, etc. En fait, j'essaie de trouver le juste milieu. C'est pas toujours facile à trouver. Au début, en fait, j'avais ce réflexe de tous les youtubeurs, en fait, c'est d'être très présent, d'être là avec la commu, etc. Et c'est aussi un peu pour se rassurer, je pense qu'on fait souvent ça. Après, la prise de distance, c'était aussi parce que, comme je t'ai dit, j'ai souvent séparé les deux et que ma vie IRL a pris le dessus. Et aussi parce que, en vrai, je suis pas le genre de mec qui va passer sa life sur un Discord. Typiquement, même moi j'ai des Discord avec des potes, mais tous mes potes ne sont pas gamers. Typiquement, mes deux meilleurs amis, tu ne reparles pas de jeux vidéo ou même de PC en fait. Mon meilleur pote, son kiff lui, c'est de faire du parapente, tu vois. Et du coup, quand je peux passer du temps avec eux, on n'est pas du tout dans ces domaines-là. Et il y a aussi que, du fait de mon activité, je suis tout le temps sur un ordi, quoi, toute la journée. Donc c'est quand même chaud d'avoir rec, enregistré, tourné, écrit, machin, puis ensuite après de revenir sur un Discord. Et après, il y a aussi le problème, c'est que beaucoup de gens ont tendance à me mettre sur un piédestal, et c'est un phénomène qui est souvent évoqué par les youtubeurs, etc. C'est la relation un peu parasociale. Beaucoup de... Il y a qu'à voir les rares fois où je viens en vocal, où instantanément, tu as 50 personnes en vocal, dont des mecs qui s'étaient pas co depuis 3 mois. Parce que oh putain, Superflame, il est là. Et en fait, je suis juste un mec random qui s'avère écrire des histoires qui vous touchent, et j'en suis très content, etc. Mais c'est la stricte vérité, je ne suis pas votre ami. Je ne suis pas votre ami. Peut-être que j'ai des relations de proximité avec certains membres, notamment très actifs du Discord. Ceux qui sont devant ces micros se reconnaîtront peut-être. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je peux vous considérer comme des amis. On ne vit pas ensemble, on n'a rien vécu IRL. Et j'essaie vraiment de faire gaffe à ça, quoi. Parce que des gens peuvent en souffrir. Et que je reste quelqu'un de très sensible. Je pense que ça se ressent parfois dans les histoires. Moi, tout ce qui est charge émotionnelle, très vite ça peut me bouffer. Et le réflexe de base, ma mère est comme ça. Le réflexe de base, c'est plutôt que de souffrir, tu te mets un peu à l'écart et tu vas qu'avec les gens que tu connais déjà, ou si possible avec son père, quoi. Mais voilà, j'essaie de revenir, mais avec l'axe professionnel, qui permet de justifier une présence sans que je sois le grand gourou à la tête du culte de Superflame, tu vois. Même si j'en rigole pendant les lives, notamment en intro, j'essaie de faire en sorte que la relation soit pas malsaine, quitte à ce que ça nécessite une certaine distance, parfois une certaine froideur. Parfois je sais qu'il y a des gens qui ont la sensation d'hurler dans le grand vide, mais n'oubliez pas que mine de rien, je réponds aux DM, j'essaye en tout cas, ils sont pas bloqués, je pourrais très bien les bloquer. C'est juste que si tu veux me contacter, tu peux. En gros, c'est ça, mais je vais pas le rendre très facile, exprès. Et puis voilà, et je pense que si je suis sollicité par la communauté pour X ou Y raison, si c'est clairement formulé, j'ai tendance à répondre, notamment avec vos différents projets, notamment avec les projets de JDR. Là, si vous faites un petit channel comme j'ai fait là, il y a vraiment pas de souci. Mais voilà, je crée des choses. Il s'avère que ces choses, ça vous parle, ça vous plaît. On a aussi une relation qui est commerciale à côté, donc il faut justement pas trop mélanger. Et voilà, j'essaie de vous délivrer des émotions cool, de vous faire voyager du mieux que je peux. Et si je peux être là très ponctuellement parce que ça fait plaisir, je le suis. Mais après, je veux pas avoir à me forcer de quoi que ce soit. Et je pense que c'est jamais bon que qui que ce soit forcé à quoi que ce soit. Voilà. Et
un petit truc. Est-ce que tu as remarqué entre le premier Discord, qui aujourd'hui n'existe plus, il me semble, et le nouveau Discord de Super Flame Studio, une amélioration dans la qualité des liens, des relations, dans la qualité aussi de la communauté, etc. Alors la qualité, en tout cas des messages que je vois passer, oui. Et en fait, je pense que... Communauté autogérée, parce que... Ouais, en fait, je pense que justement, notre coup de génie avec Kevin, c'était de dire, tu sais quoi, on fout pas de modo. Enfin, on reste toujours admin et on peut ban les gens en un clic. Mais en fait, le problème, et ça, c'est pas lié qu'à l'ancien Discord, et je veux pas du tout lier ça à des personnes. Et ça, je pense que tu le vois dans tous les Discords, en fait. Dès que tu as des gens qui ont du pouvoir, on abuse. et en fait, malheureusement, et je fais partie de ces gens-là, les gens qui sont un petit peu solitaires, qui n'ont pas forcément une vie sociale très active, qui passent le plus clair de leur temps derrière un écran, et ben, ils finissent sur un Discord, et au lieu de s'engueuler au bar, ils s'engueulent sur Discord. Et ça crée forcément des syndromes du petit chef, des trucs qui prennent des proportions débiles, alors que fondamentalement, c'est juste un bout de texte dans un chat de gens qui ne se sont jamais vus IRL, qui ne se connaissent pas, qui parfois ne connaissent même pas leur son de leur voix respective, ni même leur visage, parce qu'on a des avatars, tant mieux. Et du coup, je pense que l'ancien Discord a pas mal été niqué par ça, en fait, par le fait que pour beaucoup de gens, c'était un peu le bar du coin de ces gens-là, et que malheureusement, il y en avait qui avaient des matraques. Donc, on a dit, tu sais quoi, premier truc, on va déjà retirer les matraques aux gens qui en ont, et on fait un truc horizontal. Vous pouvez parler librement, poster librement, tant que vous respectez les canaux dédiés et que vous ne faites pas un truc hors charte, on fera rien, Kevin ni moi, mais c'est pas pour autant qu'on le lit pas. Je mets des petits likes, vous devez le voir, notamment en fan art, en SSU et tout. Et juste, j'évite d'intervenir. Et je me permets juste dans ta question, ce qui est quand même, pour le coup, je suis assez impressionnant, c'est que depuis qu'il n'y a plus de modération, c'était en janvier 2023, donc on est plus d'1 an et 8 mois après, il n'y a eu qu'un seul événement qui a amené une sanction qui était un ban, et c'était en janvier 2023. Donc je trouve ça plutôt, je pense qu'on peut tous se féliciter, parce que pour le coup, ça c'est quand même pas mal. Mais de manière générale, on est une communauté où il y a peu de drama, peu de drame, et quand il y en a, c'est triste, mais ça arrive rarement, et ça, je pense qu'on peut tous se féliciter, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va sur le Discord, même des nouveaux, il y a toujours une bienveillance quasi infectique. C'est plutôt pas mal pour une communauté. En vrai, c'est marrant, c'est des vraies questions de débat philosophique, limite, de débat même de juristes. Qui est responsable ? Est-ce que c'est les gens qui s'engueulent entre eux, qui doivent se démerder entre eux ? Ce qui serait plutôt mon point de vue, en fait, sauf si c'est dans un espace public, etc. Ou est-ce que c'est au propriétaire du Discord de faire la police et de fliquer les gens ? Ou est-ce qu'il faudrait une espèce de solution automatisée ? À une époque, il a été question, avec Kevin, on a parlé brièvement, mais on a laissé tomber l'idée, c'était d'avoir un système de modération algorithmique via des systèmes un peu comme fait League of Legends, avec un tribunal communautaire, où en fait tout est anonymisé, et tu nies hors charte, pas hors charte. Mais tu sais pas qui dit quoi, et c'était encore un projet à la con qu'aurait mis Diplomacer, mais c'est pas con. Mais en gros, de dire, il y a un système de tribunal qui est assisté par algorithme, et en fait, tout est traité. Mais en vrai, la vérité, c'est que... Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il y en a un qui dit de la merde, il y en a 3 qui le reprennent. En fait, les choses prennent les proportions que toi, tu décides de leur donner. En vrai, fondamentalement. Tu peux faire « Oh mon Dieu, mais il a dit ça, c'est très grave. » Je dis un exemple. Quelqu'un a fait une vieille blague raciste nulle à Yesh. « Oh mon Dieu, mais il y a des racistes, machin. » Ça peut aussi très bien être « Écoute, Dédé, pas ici, s'il te plaît. » Voilà. Et en fait, tout dépend de la manière dont tu réagis. Les gens n'agissent pas, ils réagissent. Tout le temps. Et ça pourrait être un truc sur la vidéo, c'est pas fait de réflexion. Mais quand tu réalises qu'on ne fait que réagir, tu peux te poser la question, mais à quoi je suis en train de réagir ? Voilà. Juste revenir avant sur ta relation avec la communauté, parce que ça me paraissait important de préciser aux spectateurs. Voilà, tu es un être humain. C'est vrai. Donc c'est normal aussi que tu aies une certaine distance, parce que tu n'es pas Super Flame, tu es Geoffrey. C'est ça. En tant qu'être humain. Et donc il faut toujours se rappeler que derrière chaque auteur, chaque personne qu'on aime, il y a un être humain qui vit sa vie, etc. Donc il ne faut jamais l'oublier. Voilà, c'est tout. Soyez pas des creeps. Soyez pas des creeps. C'est ça, soyez pas trop... soyez pas méchants. C'est méchant d'être méchant, soyez gentils, c'est plus cool. Soyez joie et amour. C'est ça. Voilà, c'était le petit mot important pour moi. Donc, seconde question.
On a vu donc que tu étais aussi plus proche de la communauté, notamment à travers les critiques, puisque tu avais même demandé à EOL de t'envoyer par mail ces critiques de, je crois, la 5e pop, c'est bien ça. Donc voilà, comment on sent qu'il y a une évolution vis-à-vis de ce lien-là avec la communauté. Donc, quelle position tu as vis-à-vis de ça? Par rapport à la critique ou le fait d'avoir des retours? La critique surtout. Alors, la critique, il y a plusieurs choses. Ça, c'est un truc sur lequel j'ai toujours été assez clair. Il y a différents types de critiques. On a la critique constructive et la critique destructive. La destructive est pour moi éliminée d'office. J'ai, entre guillemets, la chance d'être sur Internet depuis suffisamment d'années et avant même YouTube, d'arrêter sur des MMO où les gens trash talkaient toute la journée pour savoir que c'est Internet. Donc, en vrai, les couilles. Donc, il ne faut pas monter sur ses grands chevaux au moindre truc. Par contre, après, il y a la critique constructive. J'essaye tant que possible de la prendre en compte, mais des fois, alors je ne vais jamais le prendre mal, mais des fois, je vais estimer que la critique, même si elle est légitime, elle est pas suffisamment importante pour me faire changer. Typiquement, dans beaucoup de mes histoires, il y a des incohérences un peu à la con. Je ne reviendrai pas sur l'âge du fils de l'inspecteur Bloom et des conneries comme ça. C'est une de nos questions. Je préfère privilégier le spectacle au fait d'être hyper accurate parce qu'en fait, tu as dit ça il y a 25 épisodes et en fait, ça se contredit là, machin. Et en fait, dites-vous, s'il y a des putains de failles dans Marvel, alors qu'il y a des milliards de budget, c'est un peu un truc un peu inhérent. Et en fait, c'est aussi lié, donc, sur cet aspect-là spécifiquement, à ma manière d'écrire. Il y a deux types d'auteurs en littérature, c'est ce qu'on appelle les paysagistes et les jardiniers. Les paysagistes, c'est des gens qui vont planifier de bout en bout ce qu'ils vont raconter. Ils ont un squelette et après ils n'ont plus qu'à remplir. Et en général, les paysagistes, vu qu'ils savent où ils vont quasiment jamais se contredire, il n'y aura quasiment jamais d'incohérence, mais ça donne des histoires assez mécaniques. Typiquement, J.K. Rowling est une paysagiste. En fait, Harry Potter, quand tu prends le temps de découper, tout est logique et tout se suit de manière très cohérente selon un plan. Elle-même a déjà partagé son plan à plusieurs reprises, je crois. Elle a même fait des formations d'écriture maintenant qu'elle s'en met plein les poches. Et il y a beaucoup d'auteurs qui sont comme ça. Et d'ailleurs, quand on t'apprend à écrire dans les différents cursus, logique, on essaie de t'apprendre une méthode, donc on te pousse à être plutôt paysagiste. Et après, il y a les jardiniers, qui sont un peu plus rares, mais qui existent. C'est des mecs un peu qui ont tendance à écrire à l'instinct, et j'en fais partie. On est toujours un mélange des deux, mais moi je suis 99% jardinier, c'est-à-dire je vais planter des trucs et je vais voir comment ça pousse organiquement. Et je me surprends moi-même en écrivant, et en fait, comme je le disais tout à l'heure, un chapitre, et l'épisode 1 c'est une locomotive, et tous les autres c'est des wagons. Et après, que je finis mon histoire par une locomotive de queue, tu vois. Et en fait, ça fait des histoires qui sont hyper organiques, qui ont plein de plot twists, parce que en fait même moi je me surprends en fait quand j'écris les plot twists. Mais s'il se passait ça, tu vois, alors que quelqu'un qui a préparé son récit en amont, il fait pas ça, enfin pas forcément, sauf s'il est très très bon. Et des mecs qui écrivent comme moi j'écris, il y a Stephen King notamment qui est très réputé pour utiliser cette méthode d'écriture. Il y a aussi George R.R. Martin qui est l'auteur de Game of Thrones qui écrit comme ça. Je savais pas jusqu'à voir une interview de lui récemment où vraiment il dit ok, je pars de là, j'essaie à peu près d'aller là. Le reste, je n'ai aucune putain d'idée de comment ça se passe. C'est juste au fil des lignes, je le découvre en le faisant. Et moi, j'écris très vite par rapport à deux auteurs. Typiquement, un calendrier, normalement, un auteur lambda, il met 1 an à le pondre. Moi, c'est un mois et demi. Parce que ça vient. Je vis les personnages, une écriture qui est cinématographique. Je visualise dans ma tête ce qui est en train de se passer. Là, il y a Bennett qui est dans un coin, il a tel type de vêtements, il s'avance, machin. Enfin, ouais, je ne vais pas te raconter l'histoire là, mais... tout de suite, je me dis, ok, je suis un marmottin, il se passe quoi? Tu vois, et j'écris. Donc, du coup, parfois, certaines critiques, en fait, si elles vont contre ça, je suis en mode, désolé, effectivement, tu as raison, mais je décide de pas forcément prendre en compte. En gros, voilà. Mais d'une manière générale, je suis assez ouvert. Juste par contre, si votre critique est légitime, mais que c'est dit de manière agressive, c'est mort. Tu peux aussi me dire, ça c'est mal fait, et tu as raison, mais si tu m'as traité de connard juste avant, je me suis arrêté à connard. Donc c'est mort. Et je m'attends à autant de respect des gens vis-à-vis du fait que j'essaie de le remporter moi aussi. Tu vois, vous me verrez jamais insulter des gens, en tout cas j'essaie sur Discord ou même dans mes lives, si ce n'est derrière des trucs humoristiques quoi. Mais voilà, tout est dans la manière de dire les choses. Ensuite, concernant la communauté, il y a aussi les projets. Oui. Et tout ce qui est artistique aussi, qui est en centre de la communauté. Il y a des centaines de fan art. Ouais, il y a aussi des fans musique.
shout out à Firestorm qui en a fait plusieurs, des covers. Ouais. Il y a évidemment des fanfictions, on n'en compte pas, dans le cadre de concours qui ont été organisés. Qui vont toutes finir sur Novel Jump quand ça va sortir. Oui, sache-le. Ce sera plus facile de les lire. Il y a des starting blocks qui ont été ou communautaires ou organisés par toi et d'autres personnes. Ouais. Il y a eu aussi des fan vidéos, il y en a eu plusieurs, notamment la dernière en date, c'est le court-métrage du Gavroche. Ouais, je trouvais ça super qui cool. est très sympathique. Interview du Gavroche dans le dernier Wildless, bref. Et il y a eu aussi des projets. Donc, on a parlé du LG, du SSU. Il y a eu des concours, il y a eu qu'on appelle ça des events, notamment celui de Gagadia, qui est encore actif sur le serveur Discord. Pour citer les miens, rapidement, il y a eu les Awards, il y a eu Ecubia en gros projet. C'était énorme, les Awards. Bref, il y a énormément de créations. Ça, tout le temps, ça frémit de création dans cette communauté. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Parce que, par contre, ce qui est important à noter, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas, c'est que c'est hyper rare dans une communauté si concentrée d'avoir autant de créations et qui vont aussi loin aussi. Plusieurs choses. Déjà, tu as raison, c'est rare. Mais je pense que c'est aussi lié au fait que, contrairement à beaucoup de créateurs, c'est pas moi qui est important. C'est même pas genre le contenu, c'est littéralement l'univers que je propose. Donc, je pense que si tu allais sur des Discords d'auteurs, ça serait un peu le même genre de délire. Parce qu'en fait, ce que je propose aux gens, c'est une immersion dans un univers. Donc, naturellement, ça donne envie de créer. Mais par contre, c'est un truc qui est ouf et qui, moi, m'encourage aussi. Je me dis, putain, ils ont encore dessiné un truc de dingue. Je pense à Zénard, je pense à différentes personnes dont les pseudos m'échappent là, mais je les reconnais à chaque fois qu'ils se connectent, qu'ils sont sur les lives ou à droite ou à gauche. Je sais plus qui c'est qui avait fait tous les persos du SSU en fait. Ça, c'est Casper Sirène. Il les a fait en Winx. Ouais, je pense à ceux qui ont utilisé... c'était pas Moopix, non. Qui c'est qui avait utilisé une IA là, pour faire une hymne à la gloire de Rockwell? Ça aussi, c'était très drôle. Alors là, c'est peut-être Eol, je sais pas. Ouais, je crois que c'était Eol, ouais. J'ai un doute. Si c'est pas Eol, je suis désolé. Mais ouais, c'est vivant, c'est foisonnant. Et je trouve ça hyper intéressant aussi de te dire « Ah, mais c'est comme ça qu'ils le voient, eux. » Parce que moi, je le voyais pas forcément d'une certaine manière. Et en fait, vous verrez que dans mes histoires, il n'y a quasiment pas de description physique des personnages. Ils se définissent tout par leur rapport aux autres et la manière dont ils parlent, les dialogues et tout. C'est lié au médium de l'audio. Et du coup, dès que quelqu'un pond un dessin, t'es forcément surpris. Parce que c'est un des trucs cool avec l'audio, c'est que tu n'imposes pas une vision ni une vue. Tous les personnages pourraient très bien être des nains. C'est écrit nulle part que ça n'en est pas. Mais voilà, je trouve ça génial. Des fois, c'est dantesque. Je pense au projet Ecubia avec votre serveur Minecraft. Oui, c'est une dinguerie. J'espère que ça se passe bien. Oui. Pas assez d'utilisateurs. Pas énormément. Allez sur Ecubia. C'est très bien. Projet non officiel, mais c'est très bien. Il faudrait que je me connecte dessus à l'occasion. Il faut que je remette Minecraft sur mon ordi. Ouais, c'est... À chaque fois, je me dis, ah putain, ils ont créé un truc, quoi. Ça me dépasse, c'est bien. Si ça me dépasse, c'est que c'est bien. Ok. Et donc, pour finir sur la communauté, donc il y a cette communauté qui est vraiment soudée et il y a même certains membres qui restent dans cette communauté active, plus pour la communauté que ton univers. Donc, comment toi, tu vois ça? Est-ce que pour toi, c'est une forme de fierté? Est-ce que tu as réussi à engendrer une communauté qui fait ça? Ou alors, tu es un peu déçu en mode « Ah, j'ai pas réussi à les laisser dans mon histoire » ou peut-être autre chose? Alors non, je suis content que les gens se trouvent déjà. Et si je suis un prétexte à ça, que je peux permettre des rencontres amicales, amoureuses ou juste des gens qui sont un peu alone, qui se réunissent entre gens alone et qui du coup sont plus alone, ce qui est le cas sur beaucoup de Discord. Moi, je suis très content de ça. Tu vois, je fais mon job limite de psychologue sans avoir à donner de séances de psy, tu vois. Donc c'est beau d'apporter de la sociabilité aux gens. Et vu que j'ai découvert ça très tardivement, parce que j'ai eu des carences depuis tout petit, je pense que rien que le fait d'avoir apporté de la sociabilité, c'est limite une aussi bonne récompense que le fait que les gens kiffent l'univers. Donc non, il n'y a pas d'animosité. Il n'y a aucun problème à ce qu'il y ait des gens qui n'aiment pas l'univers sur le Discord. C'est un peu con, parce que t'es sur un disque. C'est comme si t'es sur Discord Marvel et que tu n'aimes pas Marvel. mais on a tous vous avez tous vos raisons d'être dessus et je vais pas venir vous ban parce que vous n'avez pas rempli un QCM de fans. Non, mais oui, mais ce qui est étonnant, c'est de voir qu'il y a certains games qui créent des projets qui sont hyper actifs, qui ont très bonne montée LinkedIn, souvent par raison financière plus que par envie. Mais pourtant, on pourrait dire on vient pour parler de ça. Et non, en fait, quand on est sur le Discord de Supercell Studio, on se rend compte qu'on parle plus de nous. De nos vies, de nos projets, de qui on est. Oui, parce que vous avez développé des relations amicales. Plus que le salon SSU qui, malheureusement, par contre, pour le coup, est un peu trop inactif.
Et j'essaie de le relancer. Je balance des petits messages. Parce que quand même, il faut une juste mesure, je pense. Après, en soi, le Discord, le nouveau, là, il y a genre 800 membres et même pas 50 actifs, je pense. Une centaine une centaine quand même. Hyper actifs, 50. Ouais. Bon, c'est pas dégueu. Pour un Discord communautaire, que le truc soit pas mort en 2 semaines, pas mal. Allez, Stacy, c'est vraiment l'avant-dernière. C'est là, ouais. C'est l'avant-dernière, en effet. Donc, on a parlé communauté. Maintenant, recentrons-nous sur ce que tu fais, notamment le SSU. Let's go. Avec une question encore du chapelier littéraire sur Discord. Est-ce que tu as déjà écrit des histoires que tu n'as pas finies ? Du coup, oui, plein. Plein. Alors, ça s'est calmé ces derniers temps parce que maintenant, c'est littéralement mon métier de les écrire et de les finir pour les diffuser. Mais à une époque, j'avais une boulimie comme beaucoup, hein, tu démarres un chapitre puis tu le finis jamais. puis voilà. Il y avait notamment, ça c'est un fun fact, mais Andrew Bennett et le livre noir, un truc comme ça, qui était censé être la suite du calendrier, la première suite, qui devait être une autre histoire où on apprend que Andrew part dans un village qui s'appelle Windblow. J'ai jamais raconté cette histoire. J'avais tout le début et tout, puis je me suis dit, non, en fait, ça me plaît pas. Est-ce que ça a un lien avec le chapitre bonus dans oui, c'est ça. Le premier livre C'est lié, ouais. C'était lié. C'était donc ça. C'est ça. Ah oui, c'est vrai que c'est pas dans la version audio, non, cette nouvelle. C'est que dans... Ouais. Avec la revue de Rico. C'est ça. Encore une question d'un membre, donc Kefi de Discord. Que penses-tu de tes propres œuvres ? Y a-t-il des œuvres que tu penses avoir ratées ou à l'inverse des œuvres tellement incroyables que tu ne sais pas si tu pourras atteindre à nouveau un niveau pareil ? Alors, sur la dernière question, c'est sûr que non. Parce qu'en fait, et c'est un grand drame, mais qui me pousse à créer aussi, c'est que j'ai un désamour progressif des trucs que j'écris. Plus j'écris des trucs, plus celui d'avant me paraît moins bien. C'est un problème d'artiste. Ouais, je pense. Genre, tu vois, le calendrier, des fois, je le rouvre, il est pas ouf, machin. Alors que les gens qui découvrent maintenant, ils adorent et c'est un truc de psychopathe. Mais donc, ouais, j'ai un désamour progressif de mes œuvres. Que j'adore toutes. Non, il y en a qui ont une place particulière. Le calendrier, parce que c'est vraiment la première et que c'est un des points de départ de tout. Triste Blizzard, j'ai beaucoup d'affection pour Triste Blizzard. Alors non pas parce que c'est des calendriers, mais parce que je pense que c'est le seul où j'ai réussi à réconcilier les différentes vibes des calendriers. Puis la mort de Monsieur A. Qui a été un moment terrible où j'ai pleuré IRL pour de vrai en enregistrant. On a pleuré. C'est la première fois que je sacrifie je crois que c'est la première fois que je sacrifie vraiment un vrai personnage principal qui était travaillé depuis des années. Ça a été dur, mais salvateur en même temps de me dire ok, en fait tu peux le faire quoi. Les démons d'Hugo, parce que les gens qui connaissent pas et qui, par exemple, c'est le premier livre que j'ai offert à Majid. Parce que l'avantage, c'est qu'elle est courte et que quelqu'un qui n'est pas un aficionado de l'univers, il peut la lire tranquille. C'est une petite histoire à la noix qui se lit vite fait et qui a un peu de tout. Et la magie, et l'enquête, et beaucoup d'humour un peu franchouillard, rigolo, avec des petits vieux que je mets partout dans mes histoires. Et ça va être marrant, et ça va peut-être vous étonner, mais la pierre de Cornelius, je ne sais pas pourquoi, j'ai adoré faire cette histoire et je la trouve hyper bien. Je sais pas pourquoi. C'est parce que c'est vraiment les images mentales que j'ai eues en l'écrivant et que j'ai eues en l'écoutant. Il y a un truc qui se passe dans ma tête et c'est joli. Je saurais pas décrire. Voilà. Ensuite, on va plus parler d'un ressenti communautaire que de ton propre ressenti, mais il faut qu'on parle donc de la 5e porte et des portes noires. Ouais. Globalement, jusqu'au Mystère Marmottin, les calendriers faisaient plutôt l'unanimité sur ce que les gens en pensaient, sur le côté positif ou négatif, peu importe. Mais voilà. À partir de la 5e porte et des portes noires, il y a eu une sorte de fracture où il y a eu qu'on appelle ça les avis n'étaient plus unanimes de la part de la communauté. Il y a des gens qui adoraient et qui trouvaient que c'était mieux que le reste. Il y a des gens qui détestaient. L'entre les deux était un peu moins présent. Sur la 5e porte, encore ça va. Sur les portes, les gens se sont radicalisés sur un de mes romans. C'est vraiment gauche et droite. Mais ouais, sur la 5e porte, sur les portes noires, ça a été assez déter au niveau des avis. Sachant qu'on entendait. De toute façon, ça c'est toujours un vieux humain, toujours plus le négatif que le positif.
Triste Blizzard a réussi à reprendre cette place de wow, tout le monde a été plutôt satisfait. Et toi, comment tu l'as perçu déjà vis-à-vis des avis, des critiques, des réactions? Et est-ce qu'au niveau de la conception de Triste Blizzard, il y a eu un mindset, j'aime pas ce mot, mais particulier pour essayer de faire en sorte que ça voilà, clairement, ou pas? Voilà, clairement. Alors déjà, par rapport à ce que tu viens de dire, ça je le sais très bien, je m'en suis rendu compte. Et en fait, pour moi, c'est en partie lié au fait que en fait, j'ai juste changé la recette. C'est-à-dire les gens, ils étaient habitués aux cookies goût chocolat. Et là, j'ai tenté chocolat caramel. Et t'as des gens qui aiment bien le chocolat et le caramel, ils ont kiffé. Puis t'as ceux qui aiment pas le caramel et qui ont dit mais pourquoi et qui ont dit basiquement pourquoi c'est plus juste une enquête dans Marmottin comme d'habitude. C'est en vrai de vrai, c'est en partie ça. Je fais abstraction, bien sûr, des incohérences et autres problèmes, etc. Mais je pense que beaucoup de gens étaient frustrés par le fait que le truc se déplace et passe d'un registre presque Lovecraftien, un peu dark, avec une enquête qui est centrée sur un lieu, à limite de l'heroic fantasy, en fait. Et ça, je pense, j'ai peut-être perdu des gens là-dessus. Mais ce que je dirais par rapport à tout ça, c'est un peu, je reprendrais les mots d'Alexandre Astier, le boulot d'un artiste, c'est de proposer un truc, après c'est plus son problème, quoi. Plus trop, en tout cas. Mais voilà, et comme tu le disais par rapport à Triste Blizzard, la volonté de Triste Blizzard, c'était de réconcilier les deux axes en retrouvant l'esprit très marmottin, en ayant un arc de rédemption pour Cassandra Darmin. Ouais. D'autres personnages. Et en amenant, bien sûr, la mort d'un personnage important. Et surtout en gardant les attaches avec l'univers. Avec l'univers un peu Egadia qui est là en sous-texte avec la présence de Railway, Marbre Rouge, tous ces trucs qu'on va retrouver dans celui de cette année, je pense que je sais pas s'il reprend pile poil au 24 et hop, t'as la suite, ou si c'est un an plus tard, ce qui pourrait être intéressant aussi. Mais non, mais c'est intéressant parce que par contre, je me permets rapidement, il y a toujours l'impression un duo dans les récits. Il y a le calendrier qui est ici. Picovant et le Mystère Marmottin se répondent énormément quand on regarde. Moi, j'ai analysé récemment les deux. Ouais. C'est fou, ça se répond. La cinquième porte, elle est là. Et en fait, du coup, les portes noires répondent un peu moins parce qu'elle va dans une autre direction. Ouais, c'est limite un one-shot standalone. Ouais, mais en tout cas, la cinquième porte mettait pas mal d'éléments pour avoir une réponse à côté. Et puis, Triste Blizzard, carrément. Enfin, c'est compliqué d'imaginer que la suite se passerait. On met plus tout et on fait un nouveau truc. Tout le monde s'attend à ce que ça reprenne parce que bah voilà. Il toise Marmottin, like Marmottin as usual, et non. Donc voilà, mais peut-être que la boucle sera bouclée et que tout le monde revient à Marmottin avec un inspecteur Bloom dépressif. Ça serait possible. Hein. Ah oui, inspecteur Bloom, je le plains. Le pauvre. Mais moi-même, je sais pas encore ce que je vais raconter et comment je vais le raconter. Okay. Mais oui, l'idée. En fait, je peux pas. J'ai à plusieurs tentatives, là c'est l'auteur qui parle, je me suis dit vas-y je ferme l'arc Marmottin. Et en fait à chaque fois j'ai envie d'y revenir parce qu'en fait c'est là où tout commence, c'est là où je suis à l'aise parce que j'ai vécu dans ce genre d'endroit. Moi je suis vraiment un gars de petit village, de neige, etc. C'est pas pour rien qu'il y a toujours de la neige, du bizarre et tout. Moi j'ai grandi, j'étais petit à l'époque, donc 70 cm de neige ça m'arrivait là, enfin tu vois, j'ai tout cet univers mental là, du chasse-neige, du tracteur, des trucs. J'ai grandi un peu en montagne et j'aime bien y retourner. Puis ça fait écho à la période des fêtes aussi, tu vois. Quoi de mieux qu'un petit village enneigé à la veille de Noël en période des fêtes. Le côté chocolat chaud, en fait, et c'est le cocon, c'est une micro-société qui est en fait le reflet de la société entière. Tu vois, il y a pas mal d'aspects qui font que t'aimes bien. Et en fait, j'essaie de reproduire ça un petit peu avec Mystère Ravenwald, qui reprend les mêmes mécaniques, mais c'est pas Marmottin. Et c'est des nouveaux persos. Même si t'as quand même Talion et Cornelius et Camélia et Andrew mais voilà, le reste c'est un peu des nouveaux enjeux et ouais en fait je fais selon le feeling et l'envie de raconter et je pense que j'ai jamais peut-être aussi totalement osé la bascule totale vers Egadia aussi, tu vois, je sais pas, comme une envie de retrouver les voitures de police et les radios plutôt que forcément les fusils à baïonnettes et les canons, ou les taurins. Donc c'est un conflit de genre et de typologie de récit limite, tu vois, et qui coexistent en même temps. Donc c'est un vrai challenge en tant qu'auteur. Ok. Et je sais pas si le melting pot il passe ou si au contraire il brouille les gens. J'en ai aucune idée. Ok. Ensuite, alors tu en as déjà un peu abordé, la cohérence. Pas bon, mais l'idée, donc tu l'as donnée, c'est plus spectacle, plus que
les gros détails resteront, les petits détails, ça peut s'éparpiller. Maintenant, est-ce que tu penses quand même que pourrait y avoir, dans certains contextes, dans certains détails, dans certains éléments, par exemple, tu as parlé de la BD tout à l'heure, des reboots ou des remasters pour changer certains trucs? Et est-ce que, par exemple, Lore of Vegadia va venir poser une trame principale auquel toutes les histoires vont venir s'attacher, ou c'est ailleurs dans l'idée? Parce que Lore of Vegadia se raconte quand même du lore, donc de la cohérence. Alors, Lore of Vegadia, l'idée avec ça, c'est vraiment de raconter l'univers, pas les histoires. Donc, faut faire attention, c'est juste plus le socle commun de, ok, on est dans cet endroit-là et les règles de cet endroit, c'est ça. Il peut très bien y avoir des incohérences de ouf dans des histoires qui se passent dans un univers qui est pourtant bien défini. Donc, attention à ça, c'est pas un remède miracle, c'est plus même moi pour nourrir mon propre imaginaire et me dire, bah oui, lui c'est un Atarien, ses enjeux c'est ça, et c'est une république fédérale, les 3 îles peuvent pas se piffer, etc. Donc tout de suite tu sais quel genre de personnage t'es en face de toi. Alors que quand tu n'y as pas réfléchi, c'est plus dur. Et du coup, c'est très plaisant d'écrire des personnages comme Railway notamment ou autres. Une fois que tu as bien poncé un peu ton univers, ton lore, tu sais quel genre de bâtard c'est. Bref. La question par rapport à ça, c'est quoi? C'est est-ce que je compte faire des choses pour éviter? Ouais, c'est ça. Bah, dans la mesure du possible, oui. Les deux problèmes, c'est ma mémoire, ma manière d'écrire. Vu que je planifie pas à l'avance mes récits, typiquement, là, je me suis rendu compte d'une faille dans la question des plaines que je ne vais pas indiquer parce que tout le monde va la voir si je l'indique. Et en fait, le problème, c'est que ça, je l'ai écrit, donc il y a 33 chapitres. Je me suis rendu compte de la faille dans le 33e chapitre que j'ai raconté donc, en live tout à l'heure, vous t'es passé faire coucou d'ailleurs. Et en fait, la faille est dans le chapitre 9. Donc c'était il y a plus de quasi 30 semaines que j'ai écrit la ligne que j'aurais pas dû, qui vient contredire tout le reste de la narration que j'ai mis en place. Mais la plupart des gens vont même pas roder. Et en fait, je pense que ceux qui rôdent les incohérences, c'est surtout ceux qui font du binge-watching et qui enchaînent les épisodes. Parce que quand tu as une semaine entre chaque, même les auditeurs, ils oublient. Ouais, je pense. C'est vrai. Même moi. Ouais. Je pense que tout le monde va regarder l'épisode 9 pour comprendre l'incohérence. Ouais, mais c'est pas le 9, je sais plus lequel c'est. Mais tout le monde va tout regarder pour... C'est un détail à la con. C'est un rapport avec un meurtre. Voilà, j'en dirai pas plus. Le meurtre est pas cohérent. Voilà, c'est tout. Bon, maintenant, parlons un peu plus direction artistique. Ouais. Qu'est-ce que tu comptes faire prochainement pour la DA du SSU, que ce soit au niveau des illustrations, mais la DA, ça peut être aussi niveau sonore, musique, etc. Alors, ouais, la cohérence, c'est un vrai mot. C'est un vrai sujet. Et l'identification aussi, que les gens puissent dire, ça, c'est du Superflamme Studio. Là, comme vous l'avez dit précédemment, on a eu plusieurs illustrateurs, même en concomitance avec la nouvelle, entre guillemets, DA des livres, même si c'est toujours un style un petit peu peint. Tu vois que quand un truc est fait par l'un ou par l'autre, typiquement, moi j'adore la patte de Florian, de Zaël. Son côté peint, la gestion de la lumière, son talion est incroyable. Et en fait, il faudrait trouver une DA qui parle aussi bien à la commu, qui est cohérente avec le type d'univers qui est proposé, mais qui aussi va pouvoir appâter le chaland en mode « Ah tiens, c'est quoi ça ?» Et tu vois, typiquement, là, le style un peu peint qu'on a maintenant, je suis même pas certain que ça resterait, tu vois. Peut-être qu'on partirait sur une approche comics / manga, j'en sais foutrement rien, en vrai de vrai. Et la direction artistique, c'est un vrai travail. Et en fait, j'ai déjà échangé avec un directeur artistique qui a de la bouteille, qui a bossé pour des grosses boîtes de dessins animés, des trucs comme ça. Et en fait, le problème, c'est que ça coûte énormément d'argent de créer une DA. Et créer une DA, c'est pas créer des élus. C'est juste dire les règles quand il y a une illustration de Tellington ou Superflamme Studio. L'idée, ce serait une DA Superflamme Studio. C'est ça. Les têtes de personnages, c'est tel type de proportion. Toi qui dessines, tu dois un peu voir un peu l'idée. On est plutôt sur des trucs anguleux ou plutôt des formes arrondies. Et typiquement, la largeur du bassin selon si c'est un mec ou une meuf, c'est plutôt standardisé comme ci ou comme ça. Enfin, tu as tous ces trucs-là. Après, tu as les codes couleurs. On ne va pas utiliser ce vert-là, on utilisera plutôt ce vert-là. En général, les lumières sont très chaudes ou au contraire, c'est très froid. Tous ces trucs, c'est à définir. Il faut faire ce qu'on appelle des mood boards. Donc, tu reprends plein d'images et après, on joue à j'aime pas. Bon, alors, Geoffrey, t'aimes ça ou t'aimes pas ça? J'aime pas. Ok, donc on fait pas ce style. Ça, j'aime bien. Nickel. Et ça aussi. Ah, mais c'est pas les mêmes styles. Donc, c'est soit A, soit B. Tu peux pas avoir A et B. Parce que les deux se répondent pas. Et c'est du boulot. Le problème, c'est que ça, là, juste pour créer une DA, je dois mettre un billet facile de 8 000 €, je pense. Juste pour créer ces règles-là.
Et après, je suis bon pour un 500 balles par élu, pareil, limite, tu vois. Donc, faut faire hyper attention. Mais après, j'ai bon espoir qu'il y ait un modèle économique qui émerge potentiellement grâce à BFE ou autre, ou avec les skins de personnages, tu vois, ou des histoires comme ça. Si je me dis qu'en fait, créer une Incel-card, un Andrew, etc., ça me coûte par exemple 3 000 €. Donc là, je te parle vraiment d'un personnage full animé. On est à peu près dans ces ordres de grandeur. Et si je dis que c'est des skins qui se vendent de 10 ou 20 balles, je sais qu'il faut que j'en vende 100. Et pour rentabiliser, du coup, je peux ensuite créer le skin d'un perso type, par exemple, Tassier, machin. Ça pourrait être une manière de financer le truc, tu vois. Mais c'est des sujets. Mais moi, franchement, ça serait un truc en priorité, une DA graphique, parce que comme je le disais en live, et comme j'en ai déjà parlé avec mes actionnaires, notamment ceux qui bossent en plus dans la milieu artistique, on sait fabriquer des textes, on sait fabriquer du son, mais on ne sait pas fabriquer de l'image. En tout cas, on n'a pas la compétence en interne. Ça, c'est pas trop grave, mais surtout, on n'a pas les règles de OK, quand je commande un artiste et une illu Superfilm Studio, il a ce moodboard et ce MOOC, ça doit ressembler à ça le résultat, sinon tu n'es pas payé. Enfin, c'est même pas sinon tu n'es pas payé, sinon tu peux pas bosser en fait. Donc, parce que pour ceux qui ne savent pas, dans l'industrie, donc je fais abstraction des artistes un peu solo, machin, les gens qui sont dans l'industrie de l'audiovisuel, en particulier du dessin animé, etc., c'est certes des artistes, mais c'est aussi des techniciens qui doivent répondre à des cahiers des charges. Et quand ils bossent sur des dessins animés à l'étage, par exemple, alors eux, c'est plutôt de la 3D, mais ils font aussi de la 2D parfois. C'est vraiment, les persos, ils doivent ressembler à ça, en fait. Et puis, si ça dépasse d'un poil de cul, tu dois refaire. Tu dois refaire encore et encore. Et puis, si ça marche pas, on ne te reprend plus. Et il y a beaucoup de turnover dans ces métiers. Voilà. Ok, une question de HeroX333 du Discord. La majeure partie des histoires concernent le SSU, mais est-ce que tu comptes créer d'autres univers pour pouvoir proposer d'autres histoires explorant des styles différents, un univers de science-fiction par exemple? Comme French Dystopie, des trucs comme ça. Alors, Dystopie d'ailleurs, tu as reçu une lettre de la DGSI depuis Non, ça va. ça va. Par contre, j'ai reçu des lettres de profs qui l'ont fait étudier à des élèves en philo ou des trucs comme ça. Ça lui a plu? Oui. Autant. On m'avait proposé, j'ai dit non parce que j'avais la flemme d'aller à Paris. Je sais pas si c'était à la Sorbonne ou un truc comme ça pour faire une conférence par rapport au fait que j'avais fait ça. Ah ouais? Ouais. C'était un petit truc un peu en mode invité parce que le prof avait matché sur le truc, il voulait que je développe et tout. Le problème, c'est qu'en vrai, moi, je suis juste un branleur. Enfin, fondamentalement, j'ai eu l'idée du truc. En fait, j'avais pas un projet politique de dénoncer des trucs. C'est juste, c'est évident. En fait, j'ai un biais de catastrophisme, donc c'est hyper pratique quand t'es auteur. Tout ne peut que mal aller, donc tu écris un truc et ça marche super bien pour des dystopies, en fait. Ça va mal. Voilà. Dystopie, voilà. Mais pour répondre plus précisément à la question, en tout cas, pour l'instant, mon univers mental est nourri et grandi autour du SSU, qui, pour moi, est encore au stade pas d'un embryon, mais d'un truc petit. C'est encore un petit enfant. Et avant de devenir un truc conséquent, il y a encore du boulot. Mais ça y est, on est dans la dernière partie de l'interview. Je crois que tu vas dire dernière question, mais c'est la partie B de la partie C. Récemment, j'ai dû regarder un article du Code civil, j'ai vu le... C'est horrible. Sur legifrance.gouv.fr. Donc, on va avoir la dernière partie qui sera sur le lore. Alors, ce sera des questions un peu plus rapides, parce que là, c'est des réponses qui viennent de toi, on va dire. Et puis, pas mal de questions de la communauté aussi. Voilà. Donc, la première question, elle vient d'Alex sur Discord, encore, mais merci à elle, qui a posé la question, est-ce que ton système de magie de l'univers, c'est de la hard magique ou de la soft magique? Alors, il faut me donner une définition... Alors... Je me suis renseigné sur le sujet, j'espère ne pas insulter les fans de hard magic et ceux de soft magic, peut-être qu'ils vont s'allier contre moi pour cette interview. J'ai cru comprendre que de la hard magic, c'est de la magie qui est imprégnée dans l'univers, qui est étudiée, qui est comprise par les habitants, par les protagonistes, etc. Alors que de la soft magic, c'est quelque chose qui vient se greffer à un univers qui est de base normal, qui ressemble plus à ton univers du coup, mais quand on va en Negadia, c'est complètement l'inverse. Donc, est-ce que c'est un mélange des deux? Enfin, vers quoi tu t'axerais en gros? La magie existe, c'est un postulat de base de l'univers. Le deuxième postulat, c'est, en tout cas dans le cas de la Terre, mais c'est un secret, une limite gouvernementale et personne n'en parle. Et le troisième point, c'est les gens savent que ça existe, mais très peu de gens, en tout cas en Negadia, la maîtrisent et l'utilisent. Exception faite des propriétaires de ports, de la garde occulte, etc. Et son origine est divine. Voilà. Donc, un des postulats de l'univers, c'est des dieux existent, que j'ai inventé de toutes pièces, dont Rolheim, qui est le premier des dieux. Et voilà, un peu comme le panthéon de la mythologie grecque, c'est toute une famille avec des amis, des ennemis, potentiellement même des titans et des trucs comme ça, tu vois.
J'ai pas encore fini de développer mon petit arbre, mais l'idée c'est de dire que le monde a un passé lointain et il y a eu la Grande Guerre idiodique qui est un peu le conflit homme versus Dieu. Who would win? Personne. Alors question précise, et je pense savoir ce que sera la réponse, mais encore d'Alex sur Discord. Est-ce que d'autres variantes des golems, hors ceux de celles de Pic-au-Vent et de Tristan Blizzard, existent-elles? Oui. Golem de lave qui pourrait vivre dans les volcans par exemple, ou de sable, des marais, etc. Oui, en fait, dans l'idée, comme je vois le truc, les golems peuvent être de tout et n'importe quoi. Alors, ceux que tu crées par de la magie, donc via des sorts, etc., de tout et n'importe quoi. Et après, tu as des golems, entre guillemets, qui vivent naturellement, qui se reproduisent. On ne sait pas comment, mais ils se reproduisent. Et en gros, ils sont liés à des lieux naturels dans lesquels ils évoluent. Tu pourrais y avoir des golems de sable sur des plages, par exemple. Ok. Oh, c'est intéressant. Donc, en théorie, pour avoir des golems de poils de lumine. En théorie, il pourrait y avoir des golems de poils de lumine. Ils vivent sur des lumines, donc ils sont tout petits. Donc ça ressemble à une puce, mais c'est un golem de lumine. C'est un mignon. Bref. Ça m'intéresse. On a parlé dans le groupe Beta, tu n'auras sûrement pas de saison 2, donc est-ce que tu peux, est-ce que tu as une idée de qui est Damoclès? Oui. Ah oui, ça c'est un vrai point de lore que je ne sais pas encore si je le développerai et tout. En fait, c'est censé être un antagoniste qui est plus ou moins un demi-dieu. C'est un peu une référence au mythe de Damoclès, etc. Mais moi, c'est un truc revisité. Qui en fait, c'est un des seuls êtres, il existe potentiellement d'autres, qui fait peur aux propriétaires de portes parce que lui, il peut détruire les portes avec son épée. Voilà. Ok. Et vu que c'est un demi-dieu, mec quasi inarrêtable, lui-même maîtrise de la magie, etc. C'est un peu le Punisher anti-Dokipa qui existe. Ok. Bah, c'est drôle, parce que dans la série, quand... il en parle, Célestas, on a l'impression moi j'ai l'impression qu'il parlait de Nicolas Voglov, parce que les deux sont des hommes de l'Est, et il dit que Damoclès lui a parlé d'Andrew. Oui. Moi j'étais en mode, c'est forcément quelqu'un que Andrew connaît aussi, j'étais en mode Nicolas Voglov. Non. Ok, super intéressant. On a enfin la réponse. Ouais. Après tant d'années. Donc, pour la création de l'une question de Violette... Oui, la question d'avant c'était du Chapelier littéraire. Oui, et j'ai oublié de préciser la question d'avant et du Chapelier. La question de notre québécoise du Discord, Violette. Pour la création de Lumine, la petite poupette de Talion, d'où tu as puisé ton inspiration? Alors, déjà, fun fact, pour commencer, ceux qui se souviennent, donc elle apparaît pour la première fois dans Le Mystère Marmottin. Oui. Elle n'est pas décrite comme une petite hermine magique au début, il me semble. Parce qu'il y a une boule de poil, ouais. Tu l'avais vraiment dessinée. Ouais, c'est littéralement, je me souviens de tes dessins, une boule de poil, et même moi, je la voyais pas comme une hermine en fait. Pour moi, c'était limite un monstre comme pouvaient l'être les Yundra, mais en tout petit ou un truc comme ça. Et en fait, je me suis dit, mais attends, je vais en faire un truc kawaii en fait. Et c'est seulement là qu'est venue l'idée d'un petit animal mignon. Et en fait, moi, quand je crée des monstres, souvent, j'aime bien que ce soit des boules de poils. Je sais pas pourquoi, j'aime pas les trucs un peu lézards, un peu dégueux, machin. J'ai besoin que ça soit un mammifère un peu, soit mignon, soit intriguant, un peu polaire. Le pelage blanc revient souvent, tu vois, aussi bien avec les mères faucheuses, les bébés faucheurs, les Yundra, même les... comment ça s'appelle dans les dossiers de la DPA. Les Igdara, pareil, c'est une variante de Yundra. Et du coup, je me suis dit, petit pelage blanc, qui pour le coup contredirait pas trop de Mystère Marmottin. Et c'est naturellement qu'une hermine est venue, parce que c'est le genre d'animal que je trouve trop choupinou. Et que pour créer une relation, on va dire asymétrique, voire symétrique aussi, entre Talion et ça, fallait que ce soit un petit animal choupi. Entre le mec qui a un passé brisé mais qui est aussi capable de faire exploser une mairie, qui fait pas trop confiance aux humains et qui préfère faire confiance à une belette. Je trouvais ça un peu mignon, et je pense qu'il y a encore des trucs sur la psychologie de Talion que je peux travailler par rapport à tout ça, et justement Lumine est un des enjeux de Mystère à Vinval. Ok, voilà. Ensuite, on parlait d'animaux. Est-ce qu'il n'y a que les 4 Dokipa principaux? Donc je pense que ce que veut dire par là, c'est ceux qu'on connaît et qui sont souvent là. Hein. Ouais. Parce qu'après on peut nous conseiller des 5 ports. Qui ont des animaux de compagnie, ou est-ce que c'est vraiment une norme? Alors c'est pas une norme, mais c'est très répandu. C'est pas une norme, mais c'est très répandu. J'ai pas encore trouvé de justification à ça, mais juste, je trouve ça cool scénaristiquement. Et puis les imaginer toujours en duo avec une petite créature, c'est sympa. Ça pourrait être en mode, ils sont direct dans la porte quand ils récupèrent la porte. Ouais, ça pourrait être drôle aussi. Ok. Alors, on va parler du conseil des 5 portes. Parce qu'il faut que...
Il faut que ce sujet soit enfin clos après tant de temps. Donc le Conseil des 5 portes, c'est décrit dans le Mystère Marmottin comme 5 mondes humains, pas les 5 mondes humains, 5 mondes humains, mais Camélie a dit que le conflit en Negadia pourrait embraser tous les mondes humains. Oui. Donc ça sous-entend que le Conseil des 5 portes est tous les mondes humains ou qu'il peut y en avoir plus. Mais bon, voilà. Et donc l'idée c'est l'origine. Qu'est-ce que ils sont très préoccupés par le sort des Negadia qui pourrait embraser les autres, mais le centre de la Terre avec une création d'une porte, une giga explosion, Sattler, Boglov. Ils n'ont pas été trop présents. Dans la 5e porte, ils vont aller chercher directement Negadia, alors qu'on l'a vu, l'appel au conseil, ils les font venir, et que l'année d'avant, ils les font directement venir, et la croisée fonctionne, puisque la gargouille les envoie en Negadia. Donc voilà, globalement, le conseil des 5 portes, c'est quoi? alors, le truc a évolué. Oui, j'imagine. À la base, le Conseil des 5 portes, c'était un plot twist basique, random. Je n'avais même pas pour projet de réexploiter le truc. Tu t'es pris une merde. Qu'est-ce que je vais faire de ce truc? Après, donc voilà, pour l'instant, à l'époque en tout cas, je pensais très sérieusement et sincèrement, en fait, que la mécanique allait devenir un calendrier, un nouveau monde. Et en fait, tu avais Egadia. Du coup, on découvrait les intrigues et les enjeux d'Egadia. Puis après, tu allais découvrir un nouveau monde avec un Dokipa qui est lié à ce monde-là pour créer tout de suite un truc vraiment d'univers au sens astrologique du truc, quoi. Et en fait, astronomique, ouais. Et en fait, finalement, tout a rebouclé en permanence sur Egadia parce que c'était plus pratique. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avoir un monde de bac à sable en tant qu'auteur, ça suffit. Sauf si tu veux partir effectivement dans des délires SF et autres, etc. Où là, ça pourrait justifier un autre monde. Parce qu'il y a un gros risque que si je crée un autre monde humain, ce soit un Egadia bis, en fait. Ou alors, il faut vraiment que je trouve des... Soit il est vraiment tout petit et c'est un petit microcosme, etc. Soit il faut que je trouve des choses. Mais en tout cas, si je dis pas de bêtises, j'avais pas créé ni Cornelius... J'avais créé Cornelius et Camélia déjà à ce moment-là. Oui, en fait, ils sont pas nommés. Ils ont chacun un monde. Ils viennent chacun d'un monde différent. En plus, donc après, il y a un Dokipa qui vient d'un monde qu'on connaît pas, et puis tu as le Dokipa Terra, en dehors de Dokipa Egadia, puis tu as le Dokipa Terra qui, pareil, lui... Ouais, en mode tuer l'élu. Ouais, mais fuck it up. Mais je trouverais toujours je trouvais moyen de rebondir. En fait, c'est Terre 2. Et c'est pas... non, là, c'est totalement de ma faute. C'est un oubli et un truc qui n'a pas été traité comme il faut. Non, je pense que ce qui fait autant jaser, c'est qu'en fait, même si c'est un oubli comme il y en a d'autres, si celui-là est plus pointé du doigt, c'est parce que je pense que... c'est énorme. Non, mais c'est énorme. Il y a une hype pour les gens. Oui, attends, il y a d'autres mondes et il y a un truc de ouf. Et bah non. non, c'était juste... Ok. Non, mais alors bah du coup, vu que je l'ai créé, je peux le réutiliser et lui donner une nouvelle forme. Mais je ne l'ai pas encore. Ok. Mais ça sera un truc badass, je pense. Ou on pourrait limite imaginer que ça soit un sujet pour une grosse œuvre. Peut-être pas un calendrier, mais une grosse œuvre en mode l'univers est en péril maintenant. Le multivers. Une question de Gomme Rouge de Twitter. De qui est inspiré ce cher Raloé? Le A, mais l'autre. De mon père. Non, je déconne. non. Alors en fait, c'est un peu un ersatz. Alors j'ai pas de nom particulier en tête, mais je disais, ok, pareil, j'essaie de définir un contexte. On est dans un contexte où tu as un empire, où clairement il est en position de domination. Tu as un mec qui est ambitieux dans tout ce bordel. Et en plus de ça, il a un peu le seum. Parce que justement, l'Empire est à la fois la raison de son avancement, de son succès, de son pouvoir, et à la fois ce qui a plus ou moins fait perdre des trucs, dont ses titres de noblesse, de famille, etc. Et du coup, en gros, comment tu crées un personnage qui est un ambitieux, qui est quand même malin, c'est un bâtard. C'est un gros bâtard, parce qu'il gravite dans des sphères de pouvoir. Et en fait, le mot-clé de Railway, c'est efficacité. Tu vois, c'est... S'il faut tuer, on va tuer. Et puis... Mais ce qui est, je me permets, ce qui est fascinant avec Railway, c'est que tu sens qu'il a une empathie, mais il ne l'utilise pas. Ouais. Il veut pas l'utiliser. En fait, j'en parlais en live, il va utiliser son empathie que si ça lui sert ses intérêts. Oui. En fait, c'est un... On pourrait presque dire ça, c'est juste genre... En fait, il va utiliser les émotions et lâcher du lest s'il sait qu'il n'est pas en position de force. Genre typiquement dans Andrew en Egadia, quand il est face à Talion et Andrew, il sait qu'il peut pas trop les baiser, donc il va se faire un peu sympa, il va accepter des choses. Là où typiquement, par exemple dans la question des plaines, c'est un immense enfoiré.
parce que le mec, il a tout. En fait, il a juste appuyé sur un bouton et était mort. Donc, et il y a l'ambition aussi, qui est un sujet de fond chez ce personnage, que je devrais mettre un peu plus en avant d'ailleurs, je pense. Mais le mec, je pense, s'il n'y a rien de fait, et c'est pas une promesse de rien du tout, mais je pense qu'il y a moyen qu'en termes d'évolution naturelle, à un moment donné, Railway essaie de prendre la place de l'empereur. Ok. Je pense. Ça sera intéressant. Bâtard contre bâtard, ou en tout cas qui supplante Rotarmin, qui devienne généralissime à la place de Rotarmin. Rotarmin, il a une position ambiguë. On est très ambigu, Rotarmin. Okay. C'est dans l'épisode que j'ai enregistré aujourd'hui, mais on l'apprend à plusieurs reprises que Rotarmin, on parle de l'or, donc c'est bon. Donc Rotarmin, c'est le généralissime. Le généralissime, c'est quoi? C'est la plus haute autorité militaire dans le monde des Gadja. Pas dans le monde des Gadja, pardon, dans l'Empire de Rockwell. Au-dessus de lui, c'est l'empereur. Et plus ou moins à égalité avec le ministre de la guerre, parce qu'il y a un ministre de la guerre aussi, mais qui s'occupe plus des problématiques de logistique et d'industrie en lien avec la guerre. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Rotarmin, à la base, lui, c'était un général qui appartenait à la couronne de Contigny, qui devait défendre le roi Joffre. Roi Joffre qui décède, et lorsque son fils est appelé à monter sur le trône, vu qu'il est contesté, toute la clique de Rockwell va en profiter pour renverser le jeune prince qui est pas très fort et qu'on est dans un contexte post-guerre mondiale où on a perdu en plus. Donc il y a un défaitisme ambiant qui leur permet facilement de le prendre. Et ils vont arriver à prendre le pouvoir parce que Rotarmin, qui normalement est censé les stopper, va rejoindre leur camp et accepter de trahir. Donc l'élément fondateur de Rotarmin, ça reste la trahison quand même. Et après ça, du coup, il s'arrange. Il devient le bras armé très rapidement du putsch militaire. Et il s'assure la place donc, de généralissime, parce qu'en gros, ils ont un énorme gâteau. Et Rockwell sait bien que pour gouverner, il vaut mieux diviser pour mieux régner. Et il va diviser son gâteau entre les différentes personnes qui l'ont suivi, avec les postes clés qui vont arriver bien sûr, lui, à la tête de l'État. Mais il y a Francis de Porot-d'Avion qui deviendra le ministre de l'économie, et Henri de Stratinval qui deviendra le ministre de la guerre, et le généralissime Rotarmin, général qui est promu généralissime, qui deviendra dans un premier temps, bien sûr, commandant en chef des armées de l'Empire, mais qui va aussi être en charge de la réforme de l'armée. Ça, c'est un truc que j'ai expliqué en live. Je crois même qu'on en parle dans la question des plaines. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va réformer, avec l'aide du ministre de la Guerre d'ailleurs, toute la formation militaire. Et ils vont créer une académie militaire de Port-Noble, dont sera notamment élève Landarion et d'autres mecs en fait. Et donc le mec, il a créé l'architecture de l'armée rockwellienne telle qu'elle est. Donc il a vraiment une place de choix et de puissance. Et en fait, l'ambiguïté du personnage est liée au fait qu'il est certes ami de l'empereur, mais il lorgne quand même sur le trône de l'empereur, parce qu'en fait, c'est pas un vrai ami, en fait. C'est plus un concours de circonstances, une association. Donc il dit, il y a peut-être moyen de trahir. Et en plus de ça, il sent qu'il est quand même sur une sellette, parce qu'il voit qu'il y a cette fameuse garde occulte, donc les soldats qui peuvent manipuler la magie, dont certains sont des propriétaires de portes, qui servent l'Empire, et qui eux ne sont pas sous le gouvernement de Rotarmin. Et il s'en plaint souvent. Hein. Et il s'en plaint encore dans le chapitre 33 que j'ai enregistré aujourd'hui. Il sent qu'il y a un corps d'armée qui est en train de... À tout moment, il le fume. Pas à tout moment, il le fume, mais qui n'est pas sous son contrôle. Et ça veut dire quelque chose. Toi qui d'habitude t'occupes de tous ces sujets-là, cette fois-là, on ne te le confie pas. Et il sent que ça pue. Et du coup, il va y avoir des jeux de pouvoir et de trahison. Là, pour le coup, je me suis beaucoup inspiré de la Seconde Guerre mondiale, et notamment de tous les mecs qui gravitaient autour d'Hitler. Ceux qui aiment bien l'histoire savent que Hitler, il s'est entouré d'une bande de salopards, et en fait, autour de lui, il y avait 5 ou 6 fils de pute qui étaient tous des gros rats immondes, abominables, ce qu'il y a de pire dans l'humanité, mais chacun à leur manière. Mais c'était Goebbels, le ministre de la propagande, qui mentait, qui était antisémite au possible, etc. On avait Göring, qui était un ancien héros de la Première Guerre mondiale, qui est devenu obèse à force de bouffer, et qui est devenu le chef de la Luftwaffe, qui bombardait des civils. Enfin, chacun a son petit côté de l'or de bâtard. Et en fait, j'essaie de recréer ça, cette espèce de caste qui a pris en otage le pouvoir, qui gravite autour de l'empereur, et qui sont tous en compétition les uns avec les autres, surtout. C'est ça qui est super intéressant. Voilà, c'était pour la petite parenthèse de l'or, désolé. Non, c'était hyper intéressant. Parce qu'en plus, c'est-à-dire que dans les forces qui sont en Egadia, il y a l'Empire de Rockwell et il y a l'Alliance Autonome. Ouais. L'Alliance Autonome se résume, je pense, un peu plus facilement, surtout qu'on a alors, elle existait avant le conflit avec l'Empire.
Alors, en fait, elle a été créée lors de l'équivalent d'une Première Guerre mondiale, qui s'appelle la Grande Guerre de Conquête. La Grande Guerre de Conquête, elle est liée à quoi? C'est que, de base, le monde des Gadias, il est très fracturé. En fait, c'est vraiment un espèce d'archipel de villages autonomes et de cités-États. Donc, et tu as juste 5 ou 6 monarchies qui sont là des vraies nations, qui embrigadent des milliers de personnes, voire des millions, et qui, elles, ont un drapeau, une armée, un souverain, etc. Là où le reste est très... chacun fait sa vie dans son coin, il n'y a pas de gouvernement central, ça sert à rien, entre guillemets. Et en fait, cette Première Guerre mondiale va, un peu comme... Là, je me suis inspiré de notre histoire, où les grandes puissances européennes, en l'occurrence, ont décidé de coloniser, tout simplement, ces territoires pas organisés. Et en fait, ils vont rouler sur le continent en s'associant. Et tu as une association entre la couronne de Contigny, qu'on appelle la monarchie continentale. C'est vraiment ceux qui ont toute la partie ouest du continent, gauche du continent, plutôt. Alors, en l'occurrence, ils sont avec à Port-Noble en point central. Tout à l'est continental, on a les Cornéliens. Donc, c'est le royaume de la Corne, qui commence à être un petit peu évoqué subtilement, notamment dans la question des plaines, comme une tête, une couronne aussi. Et après, on a bien sûr les 3 couronnes d'Atarion, avec la Prosperia, la Domia et la Lande Pourpre, qui à l'époque sont donc 3 îles qui ressemblent à la Grande-Bretagne, basiquement. 3 îles qui forment une espèce de dent, limite, tu vois, et qui sont chacune une couronne indépendante. Et tous ces gens se mettent d'accord lors d'un événement qu'on appelle le sommet de Landreau, si je ne dis pas de bêtises, pour se partager le monde et unir leurs forces royales pour envoyer des vraies armées sur des paysans, en fait. Donc très vite, ça va donner lieu à la guerre de conquête. Et il y a aussi Castelbrumis et Saint-Empire-Carrousel. Alors, Saint-Empire-Carrousel, à mon avis, ça va pas être canon, je vais pas en faire quelque chose. Okay. Castelbrumis, c'est une des cités-États qui tombera rapidement. Qui tombe rapidement au début de cette Première Guerre mondiale, au début de la Grande Guerre de Conquête, puisque justement, la plupart des forces... donc le continent, il est comme ça. Castelbrumis, c'est là, c'est dans l'estuaire de la Brume. Et en fait, c'est pas très loin des îles Atarion. Et du coup, il y a un débarquement qui se fait au niveau de Castelbrumis. Donc, ils voient des Atariens arriver par bateau et qui prennent la ville assez vite. Et en fait, ils ont quand même le temps de fuir. Et ça donne un exode vers Isénac, en fait. Et qui deviendra le bastion autonome. C'est ça. Et du coup, le bastion autonome, c'est un peu tous ces gens qui sont acculés, qui se réunissent, qui fondent une espèce de parlement qu'on pourrait comparer au Parlement européen. C'est un truc de briques et de broc, où on se met juste d'accord qu'il y a la guerre et que les méchants, c'est les autres, quoi. Ils mettent en commun les ressources, ils mettent en commun les armées. Le président de la Chambre, c'est un archiprêtre qui s'appelle l'archiprêtre Firmin, qui est très très proche de Camille d'Isénac, qui elle est la gouverneure de la cité d'Isénac. Ça, c'est incontestable. C'est elle qui est la régente sur place, qui du coup a cette responsabilité d'avoir tout le Parlement de l'autre camp, en fait. Du coup, c'est un personnage très ambigu, Camille. J'aimerais bien écrire un truc sur elle aussi. Et donc, tu as ça. Tu as aussi les Akubiens, donc Akubo, c'est mon Japon à moi. Je suis un énorme fan de Japon, le Japon, j'ai adoré. Bref. Donc, c'est un ensemble d'îles. C'est un archipel qui est pareil, en dessous du continent. Et eux, ils sont plutôt en repli sur eux-mêmes. Parce que, un peu comme le Japon féodal à l'époque, c'est pas encore un État très centralisé. En fait, tu as un certain Yamato Akubo qui a réussi à créer un début d'État centralisé. C'est pour ça que c'est devenu l'Empire d'Akubo. Mais à la base, on appelait ça les îles du Levant, si je dis pas de bêtises, ou un truc comme ça, qui a rebaptisé le truc. Et en fait, qui est un peu en conflit relativement ouvert avec tous les seigneurs locaux. Et en fait, tu as des conflits internes. Ouais. Du coup, ils s'occupent pas trop du reste du monde. Mais ils savent qu'ils ont un retard technologique. Et du coup, l'Empire d'Akubo essaie toujours de jouer sur différents tableaux en même temps. Avec notamment t'as des conseillers qui sont envoyés régulièrement par l'empereur pour voir un peu comment ça se passe sur le continent. Ils sont un peu proches de l'Alliance, mais ils sont aussi un peu proches de l'Empire. Et le truc qu'ils redoutent le plus, c'est un débarquement, parce qu'ils savent qu'ils pourront pas faire face si on débarque sur leur île. Et du coup, tu as l'Alliance autonome qui inclut à un moment donné également ce qu'on appelle lors du premier conflit, ce n'est pas le cas, mais lorsque les 3 îles Atarion se réunissent pour créer ce qu'on appelle la République fédérale d'Atarion, pareil, il y a eu des conflits à la con, un conflit interne en Lande Pourpre avec un espèce d'équivalent d'éclosion du bolchevisme, on va dire, parce qu'en gros, vu que toutes les ressources alimentaires sont envoyées sur le continent pour nourrir les armées, il y a de la famine égale les gens se révoltent, et en fait, tu as des agitateurs politiques qui créent une espèce d'armée populaire, et en fait, ils vont prendre assez facilement le pouvoir, avec notamment un mec qui s'appelle Ethan Kepler, qui deviendra le chancelier de la Lande, en remplacement du roi Barne, qui était le souverain local. On a la Domia, qui est l'équivalent du côté britannique, de Londres, tout ça, Landreau, la capitale, sans référence à Londres.
Et on a la Prosperia qui jouit de mines d'or et de diamants et qui est très très riche, d'où son nom Prosperia. Et en fait, tout ce petit monde, du fait des problématiques internes, rapatrie leurs troupes. Et en fait, les armées royales se retrouvent en infériorité, en fait, et ça provoque ce qu'on appelle le reflux vers la traverse, c'est-à-dire qu'ils avaient réussi à bouffer quasi tout le continent. Et après, ils doivent reculer jusqu'à la traverse, qui est l'espèce de rivière qui couvre le continent. Et après, ils continuent à reculer parce qu'après, Isénac arrive vraiment à les bombardax et à la fin, le plus gros perdant, c'est justement le royaume de Contigny. Ils ont perdu des bouts de leur terre, il n'y a plus rien, c'est le seum, le roi Joffre meurt limite de chagrin ou quoi que ce soit. Et justement, tu es dans un contexte de on a perdu la guerre, on a même perdu des bouts de notre territoire, on s'est fait humilier par le traité d'Isénac, qui peut être un équivalent du traité de comment ça s'appelle, des accords de Munich? Non, c'est pas ça du tout. Traité de Versailles, oui, tout à fait. Et voilà, c'est ça qui crée le terreau pour l'émergence de l'Empire. Et la République fédérale d'Atarion, c'est un peu une nation ambiguë aussi. Elle n'est pas en conflit ouvert avec l'Empire, mais clairement, c'est les seigneurs des mers, c'est les Britanniques de l'époque, quoi. C'est eux qui ont la plus grande flotte maritime. Tu peux pas les tester sur la mer. Donc ils arrivent à organiser tous les blocus qu'ils veulent et surtout ils arrivent à contrôler les zones ultramarines assez facilement. Et ils ont des accords de protectorat, on va dire, mais ils vont pas ouvertement débarquer ou faire feu forcément sur l'Empire. Mais du coup, ils se regardent un peu de travers. Et Rockwell, son rêve, c'est bien sûr d'envahir la République fédérale d'Atarion, mais il y a d'autres chats à fouetter sur le continent. Ok. Et désolé, je suis désolé, à chaque fois je raconte toutes les strates. Non, mais c'est intéressant. C'est des moments du lore, ça prendra du temps à raconter une histoire. Donc là, franchement, c'est sympa. Bon. Ensuite, question, on va faire d'Alex sur Discord. Est-ce qu'on reverra des persos d'anciennes saisons qui sont moins récurrents que les persos principaux, du style Alexei, le fils de Nicolas Boglob, Anthony Ravioli et d'autres? C'est possible, mais c'est pas sûr. Ok, je vais attendre à cette réponse. C'est possible, mais c'est pas sûr. C'est Alexei, il y a grave moyen. Je suis en train de réfléchir à... Est-ce qu'il n'y a pas un truc intéressant à écrire sur Rationnel père-fils? Ton père, c'est un putain de tueur psychopathe. Toi aussi, t'es un peu un manipulateur. Mais est-ce que dans le fond, il a peut-être pas un... Est-ce que c'est lui aussi un énorme bâtard ou est-ce qu'il est un bon fond quand même? Je sais pas encore. Mais il y a peut-être moyen d'en faire un truc. Faut que je réfléchisse. Ton père, c'est un tortionnaire, mais toi aussi, t'es un psychopathe. Mais qu'est-ce que tu es? Est-ce que, en fait, c'est... Pour être marrant qu'il essaie d'être gentil, mais qu'il n'y arrive pas. Tu vois? Ou des trucs comme ça. Il a grandi dans... Ouais. Et Ravioli? Anthony Ravioli, en personnage, mais genre comic relief. Clin d'œil, Oswald qui débarque dans la nouvelle boutique qui vient d'ouvrir et comme par hasard, c'est Anthony Ravioli qui fait des pizzas, tu vois. Ok. Oh, Ravioli. Eh non, c'est des pizzas. Tu vois, t'as déjà un sketch. Ça aussi, c'est en écriture. Je réfléchis aussi beaucoup à des sketchs, c'est vraiment des scènes juste drôles. Ouais. Typiquement, les kings de ça, c'est devenu Cornelius et Camélia qui sont les persos rigolos. Oswald aussi est un comic relief, en fait, fondamentalement. C'est pour ça que des gens me disent, mais il y a une histoire avec Oswald qui parle et tout. Ouais, mais en fait, il est quand même pensé comme comic relief pas mal. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il dit Ravioli et qu'on ne comprend jamais ce qu'il dit. Aïe, pardon. Aïe, ah. Mais voilà. Mais Andrew aussi, par sa perspicacité, est marrant des trucs. Oui. Notamment dans les portes noires où il y a juste Mickey qui tousse et il fait « il est malade ». Oui. Sans blague. Oui, ça peut être drôle. Bon. On arrive enfin à la dernière question. Tu vas enfin pouvoir... C'est la vraie dernière. Oui. Rien. Je vais pouvoir mettre en ligne l'épisode. Alors, donc, on a vu à travers le prisme des fans, notamment à travers la cohérence, mais aussi, par exemple, une demande régulière de la communauté de y a tel personnage qui apparaît, est-ce qu'il va revenir, etc. Les gens ont une vision de ton univers étendu. Mmh. Et toi, tu ne réponds pas forcément à la vision, par exemple, la cohérence et tout, tu prends des libertés, etc. Alors, sachant, je ne vais pas vraiment forcément prendre des libertés, c'est juste que j'oublie le truc que j'ai dit avant. Et je le contredis. Parce qu'évidemment, si je l'avais en tête au moment où j'écris, si j'ai l'option de ne pas être incohérent, je ne vais pas le faire. Je vais me dire, tiens, je vais être incohérent. Et donc voilà, on a cette vision des gens qui te suivent. Et au final, quelle est toi ta vision d'un univers étendu et surtout de ton univers étendu? Un peu plus général sur le SSU, c'est quoi pour toi? Toujours pour nous, pour toi? Pour moi, en premier lieu, c'est un bac à sable. Vraiment, c'est un espace d'amusement, de liberté. C'est un lore qui est cool. Et en fait, c'est un truc qui a la possibilité, vu que j'ai une écriture organique, d'évoluer en permanence.
Il y a quelques règles de base, mais je suis pas dans un carcan où je vais être forcé de toujours faire le même genre d'histoire. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est un jeu qui est cool. J'ai des pièces qui sont cool et après, je peux jouer les parties que je veux, quoi. Et ça, c'est chouette. Après, sur un accès un peu plus personnel, il y a beaucoup de moi là-dedans. Dans tous les récits, je le disais tout à l'heure, beaucoup de personnages sont soit des gens que je connais IRL, littéralement transformés en personnages, soit il y a un petit clin d'œil. Le Vieux Fournil, c'est littéralement le bar-restaurant où j'ai écrit la plupart de ces histoires. Et il existe dans le village du livre. Les prénoms des personnages sont des références à des gens que je connais IRL. Les comportements de personnages, c'est des trucs que je reproduis soit de gens que j'ai connus IRL, soit d'œuvres que j'aime bien et qui m'ont marqué. Donc c'est à la fois un melting pot de ma culture personnelle, des vraies choses que j'ai vécues au quotidien, mais aussi de ma culture un peu geek, entre guillemets, et des trucs que j'ai kiffé, soit sur des jeux vidéo, soit surtout beaucoup sur des séries et des films, en mode « Ah, mais j'adore ça, il faut que je le mette dans une histoire. » À ma sauce, bien sûr, mais c'est marrant comment, vu que j'ai une écriture régulière, le film que j'ai vu la veille peut un tout petit peu m'influencer. Tu vois. Et donc, en fait, c'est fondamentalement, entre les lignes, il y a moi un peu partout, tout le temps. Et je trouve que ça se répond bien à moi-même, de par mon côté personnel qui est déjà multifacette. Et en fait, chacun de ces personnages, j'ai un moyen d'exprimer une de mes facettes, tu vois, je pense. Donc, c'est un outil thérapeutique aussi, je pense, en un sens. Je suis vraiment, quand j'écris, je suis vraiment là-bas, tu vois. Je suis vraiment à Marmottin, en Negadia. Je suis vraiment dans la pièce avec Andrew, comme si j'étais un spectateur invisible de ce qui se passe, et je ne fais que le décrire et vous le proposer en retour. Donc, en fait, c'est une forme de consolation qui parfois peut être une corvée, parce que tu n'as pas toujours envie d'écrire, mais une fois que je suis dans ce qu'on appelle la zone, un peu comme quand tu es un artiste, quand là, je suis dans mon flow, mon truc, là. Quand j'y suis, quoi. Et c'est un moment d'évasion qui est très agréable, parce que j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur le présent. Je suis toujours en train de penser à autre chose, mais depuis tout petit. Genre là, je suis pas forcément dans un studio en train de faire une interview. Je m'imagine à d'autres endroits tout le temps. Du coup, je me suis habitué, tu vois. Mais la plupart des gens ne marchent pas comme ça. J'ai appris tardivement. Et voilà, c'est une évasion aussi bien pour moi que pour les gens, je l'espère. Ouais, c'est beau au sens noble du terme. J'essaye en tout cas que ça soit beau au sens noble du terme. Voilà. Merci. Ok. Yeah, bah écoutez, c'était un plaisir de répondre à toutes ces questions. On a 5 heures d'interview. 4 heures. 4 heures, plaisir en tout cas. Mais ouais, bah écoute, merci à toi d'avoir permis de réaliser ça. C'est quand même assez dingue en termes d'évolution, d'être passé, d'avoir créé la chaîne L'Omniscient dans ma chambre. J'enregistrais avec mon téléphone, je mettais un masque Covid par-dessus pour faire un filtre. Vous ne me connaîtrez pas. Jusqu'à arriver à faire... Bon, il y a eu plein d'étapes entre-temps qui étaient déjà marquantes, mais jusqu'à arriver à faire une interview ici au studio. Et ça, c'est quand même marquant et merci d'avoir accepté de pouvoir rendre ça possible. Et puis, bah, globalement, merci à toutes les personnes qui ont posé des questions. J'espère que cette interview vous aura plu, qui sera très probablement divisée par thème. Parce que je veux bien... À minima, il faut du chapitrage, je pense. Là, il y a de quoi faire. Je veux bien être gentil, mais bon. Et puis, merci, Léonard, de m'avoir accompagné cette aventure. Je te laisse le mot. Bah, merci à toi, et puis merci à toi, Superflame, d'avoir fourni ce qu'il a dit. Hein. Mais aussi merci pour tout ce que tu fais à travers tes histoires pour voyager et d'apporter un peu de joie et d'amour et des meurtres. C'est important. Joie, amour et meurtre. Ça sera mon slogan. Ouais, je ne sais pas si tu as un mot de la fin à dire pour conclure cette... merci à vous d'être venus. Ça m'a fait plaisir de vous voir IRL. C'est la première fois qu'on se voit, je crois. Oui. Moi, que vous soyez venu incognito en convention, non ? Donc c'était cool. Merci à tous d'être là, de continuer à suivre le truc. Certains depuis le début. Et j'espère qu'on a encore de belles années devant nous et que le truc va devenir énorme. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez le temps de vivre et d'apprécier les choses. Et ne restez pas dans un endroit où vous vous emmerdez. Et aussi et surtout, osez créer, osez faire des choses. Il y a tellement de gens... Je vais vous raconter une petite anecdote. Il
il y a tellement de gens, je pense notamment à mes amis du théâtre, qui sont plus âgés que moi, qui ont la plupart la cinquantaine. Ils vont pas être contents s'ils voient cette vidéo. Mais à l'époque, justement, quand on terminait notre séance de théâtre, on allait justement au Vieux-Fournil et on se posait parfois jusque très tard, on buvait du vin, etc. Et avec l'alcool, les langues se déliaient un petit peu. Et souvent, la plupart des gens me faisaient la longue liste de leurs regrets, des choses qu'ils n'ont pas osé faire et qu'ils auraient voulu faire, mais maintenant c'est trop tard parce qu'ils sont trop vieux, parce qu'ils ont une femme, un enfant, parce qu'ils n'ont plus la force, plus l'énergie. Et souvent, c'est marrant, c'était des trucs artistiques aussi, tu vois, genre, j'aurais voulu peindre, j'aurais voulu apprendre le violon, j'aurais voulu écrire. Et il faut un début à tout. Vous n'êtes pas illégitime. Le sentiment d'illégitimité, c'est un truc qui est paralysant. Mais en fait, la légitimité, elle vient du fait de faire. En fait, à la seconde où tu commences à écrire un roman, tu es légitime à écrire un roman, en fait. À la seconde où tu commences à peindre, tu es légitime à faire de la peinture. Peut-être que tu ne seras pas satisfait du résultat, ça sera probablement pas ouf au début. Mais il y a un début à tout. Et tout ce que j'ai créé jusqu'à présent, ça n'existerait pas si je n'avais pas écrit la première lettre, du premier mot, de la première ligne, du premier paragraphe, de la première page, du premier chapitre du bouquin, en fait. Et surtout... voilà, vivez les choses et vivez votre vie, elle vous appartient, elle est à vous, faites-en bon usage. Au revoir.